Un nouveau journal sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Deux personnalités militaires et diplomatiques se sont succédés au palais présidentiel. Le vice-président de la République a échangé avec l'ambassadeur d'Allemagne et le commandant du commandement militaire des États-Unis en Afrique. Avec ce dernier, les échanges ont porté sur le partenariat militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le Congrès du Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis ce 25 juillet adoptent à 88,53% le projet de loi de révision de la Constitution, des réformes qui portent sur la réorganisation du travail parlementaire et le droit d'amendement étendu au président de la République. Et nous verrons aussi l'inauguration ce mardi par le Premier ministre Patrick Haché du pôle gynéco-obstétrique et de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan au CHU de Cocody, deux infrastructures sanitaires pour un investissement de 30 milliards de francs CFA. Bienvenue à tous. Partenariat multilatéral et militaire au cœur de l'actualité de ce 25 juillet à la présidence de la République. Timoko Melie-Kone, le vice-président de la République, s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Allemagne, Herbert Ingo, et le commandant du commandement militaire des États-Unis d'Amérique en Afrique, le général Michael Elliott Langley. Deux audiences dont rend compte ce soir Jérôme Kofi à Boulin. Elles sont respectivement militaires et ambassadeurs. Les deux personnalités dont il est question se succèdent ce mardi au palais présidentiel en vue des échanges avec le vice-président de la République. Au cours de l'entretien entre le général Michael Langley du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique et le vice-président ivoirien Timoko Melie-Kone, l'accent est mis sur le partenariat militaire que développent les deux pays. Toutes nos discussions ce matin, c'était d'améliorer et approfondir le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous avons des valeurs en commun, surtout en particulier la démocratie, des valeurs en commun en fonction de la stabilisation et des objectifs d'achever de la sécurité dans la région, surtout dans le Golfe de Guinée. Et on partage pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour pouvoir maintenir cette paix dans la région. Il est là pour apprendre le succès de la Côte d'Ivoire et on va approfondir notre relation et capacités en avançant ensemble. Quant à l'ambassadeur, qui est celui de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, il vient informer le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Et à cette occasion, il ne s'empêche pas d'évoquer les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé au temps de Covid et je suis heureux qu'aujourd'hui on est retourné à une normalité et ça veut dire à des relations entre nos deux pays qui sont amicales et politiquement on partage les mêmes principes comme le multilatéralisme, comme on voit avec la position claire de nos pays concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est une grasse violation de la Charte des Nations Unies et on est pour les Nations Unies, mais on a aussi parlé des bonnes relations dans d'autres domaines comme la coopération qui existe depuis longtemps. Mais je suis sûr, avec mon successeur, on va encore renforcer dans les années à venir. C'est précisément en 2020 que le diplomate allemand arrive en Côte d'Ivoire pour entamer sa mission qui est présentement à son terme. Et nous venons à ce qui ponctue l'actualité ivoirienne de ce 25 juillet, le Congrès du Parlement ivoirien. Les deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, étaient réunis ce mardi pour une session de vote sur le projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne, les enjeux de la réorganisation du travail parlementaire et le droit d'amendement étendu au président de la République. Un texte qui obtient l'approbation du Congrès à 88,53% des parlementaires présents. Moussa Konaté nous en dit plus. Nombre de votants, 340. Suffrage exprimé, 340. Vote pour l'adoption de ce texte, 301. Vote contre l'adoption de ce texte, 35. Abstention, 4. C'est fait.
Le projet de loi portant révision de la Constitution est définitivement adopté. Le Parlement s'est réuni ce jour pour une séance de délibération sur le texte. Avant le scrutin, les groupes parlementaires ont donné des consignes de vote. Les travaux en commission ont certes donné lieu par moments à des débats houleux. Malgré les passions qu'ils ont pu susciter, les groupes parlementaires RHDP tiennent à saluer l'ensemble des parlementaires pour la qualité des débats et le souci constant de recherche du consensus. Les innovations qu'apporte cette réforme constitutionnelle permettront, à n'en point douter, de contribuer à la modernisation et à la stabilisation de nos institutions, au renforcement de notre démocratie et à l'amélioration de la gouvernance des affaires publiques. Les groupes parlementaires RHDP invitent à voter massivement pour le projet de loi de révision constitutionnelle. Les députés élus en mars 2021 ont demandé que soit pris en compte l'écourtement de leur mandat. En réponse à cette préoccupation, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à ce que des dispositions particulières soient prises en liaison avec le président de la République. Deuxièmement, pour le droit d'amendement conféré au président de la République, la modification de la Constitution impacte nécessairement le règlement des deux chambres qui doit être en adéquation avec la loi fondamentale. C'est pourquoi il a été convenu qu'un comité technique sera institué en vue de modifier conséquemment les règlements des deux chambres pour encadrer le droit d'amendement du président de la République. Les parlementaires PDC et RDA de l'Assemblée nationale et du Sénat se réservent la mise en œuvre des points de discussion validés de commun accord avec le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, appelle à un vote favorable du projet de loi de révision constitutionnelle soumis au Congrès. Si le PDCI, RDA et le RHDP ont appelé à un vote favorable, le PPACI, lui, a maintenu sa position affichée au cours des travaux en commission et en plénière. Le groupe parlementaire PPACI, non convaincu de la pertinence des arguments du commissaire du gouvernement, avait marqué son opposition à l'adoption de la modification du projet de loi proposée par le président de la République. Cette position a été réaffirmée le jeudi 20 juillet à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Cette position n'a pas varié en dépit de la rencontre de haut niveau convoquée hier par le président de l'Assemblée nationale et qui a réuni les présidents des groupes parlementaires. En raison de ce qui précède et en l'absence d'éléments nouveaux, le groupe parlementaire PPACI votera contre le projet de modification de notre loi fondamentale. Cette consigne du PPACI n'a pas eu d'écho favorable auprès de la majorité des parlementaires. À l'issue du vote, 88,53% des 340 députés et sénateurs présents à cette séance ont donné leur accord pour l'adoption définitive du projet de loi de révision de la Constitution. Et les parlementaires, par le vote, se sont donc prononcés à 88,53% pour sur le projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne. Ils expliquent leur choix dans cet élément proposé par Marie-Chantal Akanda. Après avoir adopté en commission et en plénière les tests sur les modifications constitutionnelles par les deux chambres du Parlement, les députés et les sénateurs se sont réunis ce 25 juillet pour délibérer sur les tests de loi. Dans la mesure où ce sont des réformes qui vont dans le sens de l'amélioration du fonctionnement à la fois du Parlement et du gouvernement, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, parce que cela va dans le sens de la modernisation de nos institutions. Il est judicieux que les parlementaires alignent leur calendrier de travaux sur ceux des membres du gouvernement. C'est plus pratique, c'est plus efficient et je crois que la majorité, sinon tout le monde devrait voter pour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et cette démocratie ne peut pas mourir. Elle ira de l'avant. Au niveau de notre Parlement, tout le monde s'exprime librement et c'est ce que nous attendons pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire unie et réconciliée avec elle-même. Ce projet de révision constitutionnelle porte sur la modification des articles 90, 94 et 107, ainsi que l'abrogation des chapitres 1er, 2 et 3 du titre
Sur cette réforme, nous n'avons aucun problème. Sauf que la date de fin de mandat n'a pas été clairement indiquée dans le texte. Nous avons demandé des explications au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui n'a pas su nous les donner et qui ne nous a donc pas rassurés. Et nous avons donc décidé de voter non, parce que nous ne savons pas quel est l'objectif véritablement qui est poursuivi par l'exécutif. Je pense que c'est une lucane qui a été donnée et nous avons accepté, nous avons donné notre accord pour que le chef d'État à tout moment puisse faire un amendement. Il reste de toutes les façons que si nous ne sommes pas d'accord au niveau du Parlement, c'est nous qui allons voter. C'est nous qui donnons notre accord. Tant qu'on n'a pas donné notre accord, ça ne passe pas. Donc il est clair que nous avons donné notre accord pour que cet amendement-là puisse être clair. Adoptés définitivement par le Parlement, les tests seront soumis au Conseil constitutionnel avant d'être promulgués par le président de la République et publiés dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. La santé pour tous et partout, c'est une ambition du gouvernement ivoirien et on y arrive. Le pôle gynéco-obstétrique du CHU de Cocody et l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan ouvrent leurs portes aux populations dans la commune de Cocody. Le Premier ministre Patrick Achi a ce 25 juillet inauguré ces deux nouvelles infrastructures qui rapprochent les populations des soins de qualité. C'est un investissement de 30 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo rapporte le détail de cette inauguration. C'est un écrin de technologie niché au cœur du CHU de Cocody. Le nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique va améliorer la prise en charge sanitaire du couple mère-enfant. Avant, on ne faisait pas 100 lits de nouveau-nés pour tous les 4 CHU d'Abidjan, alors que nous sommes centre hospitalier universitaire. Nous recevons les bébés qui sont en souffrance et on n'avait même pas d'unité de réanimation néonatale. Et voyez là, on a presque 20 couveuses et chaque couveuse est autonome avec des moniteurs. Donc nos prématurés, nos grands prématurés seront pris en charge. Avec ses 180 lits, son matériel à la pointe de la technologie, l'infrastructure sur 4 étages dont les travaux ont tenu sur 21 mois pour une enveloppe de 17 milliards de francs CFA s'aligne sur les normes internationales. Ce pôle, bâti sur 4 niveaux, ce joyau est constitué de spécialités de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, ainsi que des services annexes tels qu'un bloc de 5 salles opératoires, les urgences, la réanimation, les soins intensifs. Et aux côtés de la Côte d'Ivoire pour ces travaux, la République du Japon. En 1996 déjà, le pays avait accompagné la construction du service des urgences et la rénovation du bâtiment principal. Je souhaite sincèrement que les belles réalisations que nous avons sous nos yeux puissent servir plus longtemps possible, efficacement, à la santé des mères et enfants du Grand Abidjan. Autre structure sanitaire inaugurée ce mardi, l'Institut de médecine nucléaire. Son plateau technique va renforcer l'offre des soins dans le pays. La médecine nucléaire, c'est vraiment ce qui manquait à la médecine en Côte d'Ivoire. On est capable de détecter une petite substance et diagnostiquer un cancer au début où il est curable. La médecine nucléaire permet de détecter des tumeurs qu'aucun autre appareil de l'imagerie ne peut faire. C'est de l'imagerie fonctionnelle. C'est un plateau technique qui est amélioré. Il reste maintenant à créer la demande. La demande, c'est parler à la population pour qu'elle vienne se soigner. Et aussi susciter à ce que l'environnement, à savoir les pays voisins, puissent utiliser ce pôle sanitaire qui est de grande facture. Pour le chef du gouvernement, au-delà des architectures et de l'équipement, le service du personnel de santé sera la force de ces bâtisses. Quelle que soit la qualité de ces bâtiments, quelle que soit la qualité de ce plateau technique, à la fin de la journée, c'est l'homme qui soigne l'homme, c'est l'homme qui guérit l'homme. La qualité des services, la qualité de l'accueil, l'attention aux soins des patients est quelque chose de fondamental. Notons que 6 ambulances médicalisées ont été remises en vue de renforcer la prise en charge des personnes nécessitant des interventions d'urgence. Et un projet à terme appelant un autre, les travaux de construction du marché de demi-gros et de détail de la commune de Yopougon sont lancés toujours par le Premier ministre Patrick Achi.
Un ouvrage qui s'étendra sur une superficie de 7 hectares et qui devrait être livré le deuxième semestre de l'année 2024 au bénéfice des activités de 3000 commerçants de la commune de Yopougon. Et au-delà de la modernisation du commerce, c'est un projet qui renferme le combat contre la vie chère dans notre pays et également l'inclusion sociale en Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. Un marché de demi-gros et de détail pour la commune de Yopougon. L'infrastructure dont les travaux sont estimés à 24 milliards de francs CFA sera dotée de 15 quais de déchargement et pourra accueillir près de 3000 commerçants dans un cadre moderne. Le président de la République nous offre gracieusement ce grand marché qui, à n'en point douter, participera incontestablement à la création de richesses et d'emplois, signe d'une action forte en faveur des populations. Prévu pour être livré au deuxième semestre 2024, le projet qu'accompagne l'Agence française de développement veut accroître la zone marchande de la commune. Le marché qui portera le nom de la première dame Dominique Ouattara va surtout améliorer l'activité du commerce. Dans cet ouvrage, il est prévu la construction d'un pavillon pour l'alphabétisation des femmes, pour que nos femmes puissent faire le commerce comme des vrais opérateurs économiques, savoir le poids de ce qui est vendu et également avoir des discussions sereines avec les clients. Pour Patrick Hachi, Premier ministre, la construction de ce marché, comme bien d'autres sur toute l'étendue du territoire, reste le fruit de la vision du chef de l'État pour améliorer les conditions de travail des femmes. Le commerce, la distribution, ce sont les femmes, beaucoup plus que les hommes. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a estimé qu'il fallait créer les conditions pour que vous puissiez faire votre commerce tranquillement. Parce qu'un marché de demi-gros et de détail de 20 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit marché, c'est un grand marché. Nous allons construire 155 marchés de proximité dans tout le pays, aux 4 coins du territoire. Patrick Hachi s'est voulu pour finir ferme quant au respect des délais de livraison de l'ouvrage. Et voilà, un projet d'envergure d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire. Les initiatives gouvernementales ont le même objectif, améliorer les conditions de vie des populations dans la région du Poro. Précisément, la desserte en eau potable sera bientôt améliorée par la construction de 100 forages dans la localité de Mbengue pour plus de 700 millions de francs CFA d'investissement. Les travaux ont été lancés par le ministre Fidel Sarasoro dans ce point rapporté par Ami Sissoko. C'est la mosquée Bilal de Mbengue qui a été choisie par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, pour donner le coup d'envoi de l'opération FGS sans forage dans le Poro, au grand bonheur des populations. Cette action vise à améliorer l'approvisionnement en eau potable dans toute la région, surtout en milieu rural. J'exprime ma gratitude au président de la République, au ministre directeur des cabinets. Avec ce forage ici, cela va sûrement réduire nos difficultés en matière d'eau. Pendant la saison sèche, on a vraiment pénurie d'eau. Et ce forage, vraiment, nous ne pouvons que remercier notre député maire et le ministre, ainsi le président de la République. Sur les 100 forages annoncés, 15 sont octroyés à chacun de 3 départements, de Mbengue, d'Ikodougou et Sinématiali. Les 55 autres restants seront réalisés dans le département de Korogo. C'est le don du ministre Fidel Sarasoro à la population du Poro, un projet qui s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Bien avant le coup d'envoi de ce projet, le ministre Fidel Sarasoro avait rencontré les populations de Mbengue pour parler du développement de leur localité, surtout du bitumage de l'axe Korogo-Mbengue long de 75 km. Comme ils nous ont promis que la ville aura 5 km à bitumer, nous avons demandé que ces travaux-là commencent dans l'immédiat. Si ces travaux-là commencent dans l'immédiat, ça nous ferait plaisir et ça va rassurer tout le monde. Nous avons d'abord remercié le président de la République pour tous les actes de développement. Par la suite, nous avons fait des doléances au ministre et rassuré que les élections se passeront vraiment dans la paix et que nous allons assurer le maximum pour qu'il puisse avoir les 100% de voix.
Candidat du RHDP pour le Conseil régional du Poro, le ministre Fidèle Sarasoro a invité la population à faire confiance au président Alassane Ouattara quant au développement de leur région. À ses côtés, le député maire Ali Kader Koulibaly. Les populations ont exprimé leur satisfaction par rapport à la grande nouvelle portée à leur intention du fait que la route Korogo-Mbengue a commencé avec l'entreprise qui est chargée de cette réalisation-là. Elles ont exprimé le souhait que les travaux s'accélèrent et exprimant encore une fois leur grand remerciement au président de la République. Le ministre Fidèle Sarasoro a promis de transmettre les autres doléances au chef de l'État Alassane Ouattara. Entre autres, la construction d'un lycée professionnel, le bitumage de l'axe Mbengue-Tengrela, la construction d'une usine de transformation de noix de cajou. Restons toujours dans le secteur artisanal et parlons des activités de pêche qui sont à l'arrêt depuis le 1er juillet, une période de fermeture saisonnière décrétée par le gouvernement ivoirien, précisément le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ainsi donc, du 1er au 31 juillet, la pêche artisanale est à l'arrêt et du 1er juillet au 31 août, la pêche industrielle est également à l'arrêt. Les objectifs sont de renouveler les espèces animales, reconstituer le stock de poissons, améliorer les revenus des acteurs de la pêche en Côte d'Ivoire et également préserver les emplois du secteur de la pêche. Alors, ces objectifs sont-ils toujours compris par les employeurs et employés de ce secteur? Comment se déroule la surveillance sur les côtes? Victorine Yaoyobou et Sam Conan nous rapportent les situations à Jacquesville et également à San Pedro pour le dossier Eco Plus de la semaine. On regarde. Le port de San Pedro fermé, après plusieurs jours d'observation de jour comme de nuit, pour voir des contrevenants à la décision de fermeture de la pêche maritime par le gouvernement, tout laisse à croire que les différents acteurs de la pêche s'appliquent à la respecter. De Fresco à Grand Bérébi, c'est le calme aux lieux habituels de débarquement des produits de la mer. Si vous voyez derrière moi ici, là, c'est le port de pêche de San Pedro. Depuis que l'État a fait la fermeture des pêches, tous les bateaux agarrés, tout le monde a respecté. Habituellement, ces caisses-là, tout ça aide en pirogue et puis on pêche avec. Mais comme la pêche a arrêté, ça fait qu'on a garé ça pour attendre le jour que l'État va faire l'ouverture des pêches. Un peu plus au sud, précisément à Jacquesville, c'est le même constat. Des embarcations à l'arrêt alignées face à la mer, des réfrigérateurs usagés servant à la conservation du poisson couchés sur le côté. En plus de respecter la consigne, les pêcheurs artisanaux de Jacquesville ont compris la nécessité du repos biologique. Ce que nous a dit, il faudrait que nous tous nous respectons. Tout le monde a compris qu'arrivé à un certain moment, il faut laisser les poissons se reproduire. Donc ce mois que nous attendons, en tout cas c'est nous, personnellement, le mois là, ça nous intéresse. Ça va avec nous. Maintenant les bateaux ne circulent pas, nous aussi on ne pêche pas. Le poisson va descendre. Quand nous allons commencer, on va se rattraper. La reprise des activités est prévue pour le 1er août prochain. En attendant, l'on s'affaire à réparer les embarcations endommagées. Les filets sont apprêtés. Quant aux marailleuses, elles confectionnent de nouveaux fours pour le fumage du poisson. Ce poisson, on attend et puis on fume. Il a commandé les crobas, s'ils envoient là, ils mettent dessus, ils continuent encore. C'est pas ça la semaine, ils prennent pour fumer. Il faut beaucoup de fours encore pour fumer poisson. Bien que les pêcheurs saluent la fermeture momentanée de la pêche maritime, ils auraient souhaité quelques mesures d'accompagnement pour tenir le coup. Dans le 7e mois, que la pêche même il doit donner pour nourrir la population et puis à nous-mêmes les pêcheurs, pour nourrir à nos familles. C'est la même période que la pêche a arrêté. Donc vraiment, ça nous a puni fort. Notre souhaite que vraiment l'État n'a qu'à nous aider. Si je fais un exemple au Ghana a commencé, ça fait 3e année, mais chaque année qu'ils vont faire la fermeture, l'État aide les pêcheurs. La nourriture du jour, ce n'est pas facile. Nous avons des enfants, il faut les nourrir. Voilà, il faut les nourrir. Donc, si je dis ce jour-là, c'est par rapport à la nourriture du jour, on essaie de faire un peu.
Outre la Côte d'Ivoire, l'interdiction de la pêche artisanale tout le mois de juillet et les mois de juillet et août pour la pêche industrielle concerne les 5 autres pays regroupés au sein du CPCO, dont le Ghana. Le CPCO, c'est le comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, qui regroupe les pays, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et donc, dans ce comité, il a été décidé d'harmoniser, la gestion des pêches en instaurant une période de fermeture. Cette mesure a été prise, mais c'est le Ghana seul qui la mettait en œuvre depuis 2016. Et cette année s'ajoute la Côte d'Ivoire. La mesure est nouvelle en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la mer. Mais toute mesure nouvelle appelle à des grancements dedans. Mais je crois qu'il faut voir l'objectif. Où allons-nous? Et pourquoi avons-nous pris cette mesure? Il y a des espèces qui ont commencé à disparaître dans la pêcherie. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont les habillements qui vont faire faillite. Et, disons, toutes ces personnes qui travaillent dans cette filière seront, exposées à des situations de chômage et de paupérisation. Les pays du CPCO ont décidé de mutualiser leurs efforts afin de lutter plus efficacement contre un problème commun, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour la flottille industrielle et semi-industrielle, nous avons un système de tracking, un système de suivi, comme le GPS dans nos téléphones, qui nous permet régulièrement d'avoir la position de ces navires. Par exemple, quand un navire franchit le canal, il y a une alerte. Une autre surveillance satellitaire, avec constellations satellitaires qui nous permettent également de visualiser tout le long du littoral. Et les navires de la pêche fraîche qui ne sont pas autorisés à pêcher, si un navire s'hasarde à rentrer en action, nous allons l'appréhender et il tombera automatiquement sous le coup de l'article 105 de la loi. À la différence de la pêche maritime, il est bon de savoir que la pêche continentale, elle, est autorisée. Comme à l'accoutumée, pêcheurs et pêcheuses mènent tranquillement leurs activités sur les lagunes, les fleuves et les lacs pour ravitailler les différents marchés du pays. Les mareyeuses ne sont pas en reste et la police maritime, chargée de la surveillance des plans d'eau, veille au grain. Et voilà donc la fermeture de la pêche quasiment respectée sur nos côtes selon ce constat de Victorine Yaoyobwe et de Sam Conan. Encore un peu de patience pour les pêcheurs artisanaux qui pourront dans quelques jours repartir en mer. L'armée ivoirienne vient d'honorer 545 militaires et 25 personnels issus de toutes les garnisons du pays. Ces personnalités ont reçu les médailles dans 3 ordres différents, selon ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Place d'armes général de corps d'armée Ouattara Tomadakin de l'état-major général. Des personnels militaires et civils des forces armées de Côte d'Ivoire sont décorés. Désormais, ils portent fièrement la médaille de l'Ordre national, les médailles de l'Ordre du mérite ivoirien et celles des forces armées. Double satisfaction pour les distingués. Pour nous, cette distinction est gratifiante à double titre. Elle est non seulement la récompense du travail bien accompli, source de satisfaction personnelle, mais en plus, elle est indéniablement un témoignage officiel de la reconnaissance de l'État à l'égard du mérite de ces militaires qui chaque jour se transcendent pour se maintenir à la hauteur des défis conjoncturels qui leur sont imposés. Pour la hiérarchie militaire, il s'agit de promouvoir les valeurs de saine émulation, de modèles exemplaires et de dévouement au travail bien fait. Ces médailles n'ont pour d'autre but que de voir irradier dans nos rangs les valeurs qui sont les leurs et qui devraient être celles de l'ensemble des soldats des forces armées de Côte d'Ivoire, parce qu'elles sont propres aux armées, parce qu'elles ne peuvent être que la réponse aux efforts déployés par le président de la République, chef suprême des armées, pour hisser les armées à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire. Également, au nom du ministre d'État,
ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, exhorte l'ensemble des personnels civils et militaires à maintenir le cap dans la lutte contre le terrorisme. Surtout, prêts à faire face aux futurs défis liés à la célébration de la fête nationale, la sécurisation des prochaines élections municipales et régionales, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlons de politique à présent avec le RHDP qui s'installe dans la commune de Marcory en inaugurant un siège dans cette commune du sud d'Abidjan, selon ce point rapporté par Frédéric Oulaï et Marie-Chantal Akanda. Dressé sur une superficie de 1876 m², ce bâtiment estampillé aux couleurs et logos du parti RHDP est le nouveau siège de la dite formation politique de la commune de Marcory. Cet édifice traduit la volonté de Laurent Tchagba, candidat RHDP, à œuvrer pour le développement de la commune. Ce siège traduit éloquemment notre ambition pour Marcory. Cette commune doit retrouver son passé glorieux, son lustre d'antan, son prestige qui a fait sa fierté. Ce nouveau siège servira de cadre de rencontre, un quartier général ultramoderne, fonctionnel pour les échanges, les échéances futures. Représentant le président du directoire du RHDP, le ministre-gouverneur Robert Beugrimambé a traduit la symbolique de ce nouveau siège, caractérisé par l'amour, le partage et le développement. Allez dans tous les coins, tous les recoins, allez chercher les militants qui font dodo. Il y en a qui aiment le RHDP, mais ça dort un peu. Il faut aller les réveiller. Il y en a qui disent, moi, la politique, je ne comprends rien. Il faut leur dire, la politique de Alassane, c'est le développement. Donc, c'est facile à comprendre, le développement. Les nouveaux locaux du RHDP comprennent 12 bureaux, 2 salles d'attente, 12 salles d'eau, un préau, un parking extérieur de 10 véhicules et un espace de 500 m² pour les rencontres de masse. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le RHDP est prêt à affronter les adversaires dans les urnes pour les prochaines élections qui auront lieu le 2 septembre prochain. À Mans, précisément, les états généraux, les quartiers généraux du parti mobilisent les militants en vue de la victoire du parti au pouvoir à ces élections locales. Le reportage de F. Boué. Après la présentation officielle des candidats du RHDP de la région du Tonkpi pour les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, c'est l'heure de peaufiner les stratégies pour la victoire. Des membres du directoire du parti, les candidats, les responsables locaux, les élus, les cadres et l'ensemble des militants du Tonkpi ont tenu une réunion à l'hôtel communal de Mans. Les échanges ont porté sur les stratégies à mettre en place pour le bon déroulement de la pré-campagne et de la campagne, l'analyse des forces et faiblesses du parti dans la région et surtout la cohésion interne. L'objectif fixé, réaliser un score de 100% dans la région et dans les 9 communes. Raison pour laquelle il faut faire table rase de tout le passé. Les petits malentendus qui ont pu à un moment donné apparaître dans l'esprit des uns et des autres, pour nous, sont derrière nous. Nous l'affirmons. Et je le dis au nom de l'ensemble des cadres. Et que tous les courants qui ont pu naître, que justement tous ces courants-là se jettent dans le même fleuve de l'union, de la solidarité, de l'entente et de la complicité pour former cet océan qu'est le Tonkpi, l'océan de l'excellence, l'océan de la valeur. Parce que le Tonkpi est une valeur. Pour le Tonkpi donc, un RHDP plus fort, plus uni et plus vivifié pour affronter les futures échéances électorales. C'est la fin d'un séjour en colonie pour les enfants du Fonds de soutien au personnel de la RTI. Partis pour 15 jours à Aboisseau, ils ont rendu leurs acquis par un spectacle en présence de leurs parents au cours d'une fête qui s'est tenue le week-end dernier, selon ce reportage de Khalil Diomandé, commenté par Jean-Marc Djadji. Week-end festif au petit séminaire d'Aboisseau.
Ce moment de réjouissance marque la fin de 2 semaines de colonies de vacances organisées par le Fonds de soutien au personnel de la RTI. Sous le regard de leurs parents, les colons font montre des valeurs de vivre ensemble et de paix développées tout au long de leur séjour. Des valeurs prônées par le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Ce sont ces qualités qui ont fait de lui le prix Nobel de la paix. Imitons cet exemple qui fera de nous des citoyens de paix. Cette colonie de vacances aura également permis aux tout-petits de se familiariser au processus de fabrication de savon et d'eau de javel. Une expérience qu'ils jugent fructueuse. J'ai beaucoup appris comment faire l'eau de javel, les savons, même des pots de fleurs. J'ai bien aimé les activités en tout cas. J'ai beaucoup aimé mes amis que j'ai eus. On a fait plein d'activités, on vivait en harmonie, dans la paix. J'ai beaucoup aimé ça. Je dis merci à la RTI. Je suis contente d'être en colonie et j'espère que la 3e édition puisse se passer bien et que je puisse venir. La satisfaction des enfants est tout aussi partagée par leurs parents et la direction des ressources humaines de la RTI. Ça a été un réel plaisir de voir les enfants en attraction. Je voudrais me joindre à tout le personnel de la RTI pour dire merci au DG pour tout ce qu'il fait pour le bien-être des familles des agents de la RTI. Le fonds permet qu'on puisse retrouver tous nos enfants dans un environnement sain. Il permet à ces enfants-là d'être socialisés, d'apprendre des valeurs qui permettent de les construire notre pays pour demain. Que ça puisse être pérennisé pour que les enfants puissent continuer à apprendre et à grandir dans de bonnes conditions. Cette 2e édition de Colonie de vacances a enregistré la participation de 73 enfants. Allez, très bonne suite de vacances à tous ces enfants. Partons pour l'actualité juste à côté de chez nous au Mali, où le département du Trésor des États-Unis a sanctionné ce 24 juillet 2023 3 responsables militaires du gouvernement de transition malien, dont le ministre de la Défense Sadio Camara, pour avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités de la société militaire privée Wagner au Mali. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et ils ont interdiction d'effectuer des transactions avec toute personne et entreprise américaine. Des sanctions individuelles qui ne sont pas dirigées contre le peuple malien et assure le Trésor américain, qui pointe également le soutien apporté aux mercenaires, cette fois directement sur le sol malien, un appui matériel, logistique mais aussi économique en permettant l'exploitation de l'or. Notamment les 3 officiels de Bamako ont pour le Trésor américain ouvert la voie à la spoliation des ressources souveraines et aux violations des droits humains dans leur pays, le Mali. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le prochain point sur l'actualité sur RTI 1, c'est à 6h30.